compositrice, accordéoniste, figure emblématique des Gilets jaunes, candidate à l'élection présidentielle, soutien puis contempteur d'Éric Zemmour, mais surtout électron résolument libre. Jacqueline Moureau publie Jacqueline qui? Réponse à Éric Zemmour. Bonjour Jacqueline Moureau. Bonjour. Merci d'être là pour présenter cet ouvrage chez Éditions Bouquin et en vente sur le site de TVL. Vous connaissez la boutique tvl.fr. À la question « Qui est Jacqueline Moureau ?» vous répondez dans votre livre « Une enfant de Guérande » Wenran en breton. Je suis né au pays des culs salés, au milieu, effectivement, des marais salants. C'est là votre patrie, c'est là votre identité? Oui, c'est là, ce sont mes racines, c'est là où je me ressource, c'est là où j'ai besoin d'être et c'est mon point de départ en fait. Une presqu'île? Oui, tout à fait. C'est séparé du monde. Un petit peu séparé, un petit peu. Nous, en Bretagne, on est quand même assez revendicatif. On est une vraie culture. On a une espèce de fibre où on a besoin de défendre notre terre, en fait. Et là, évidemment, la Bretagne et puis la France. Et Guérande, c'est la Bretagne? Oui, pour moi, Guérande, c'est la Bretagne, oui. Il y a une date importante, vaste question pour moi aussi. Il y a une date importante dans votre parcours citoyen, c'est le 18 octobre 2018 avec la publication d'une vidéo, on s'en souvient tous, Où va la France? Cette vidéo qui dénonce déjà la hausse des carburants, a été visionnée, je crois, par plus de 10 millions de personnes, hein, oui. C'est ça hein Oui. Une démarche de simple citoyen ou un acte politique pour quelqu'un qui nous indique que la politique est entrée dans mon univers dès mes 10 ans. C'était un acte citoyen, c'était un acte politique réfléchi? Alors, ce n'était pas du tout un acte politique réfléchi, c'était un coup de gueule. Il est vrai que je me suis toujours intéressée à la politique, donc c'est pour ça que j'ai une petite culture politique quand même. Mais c'était un coup de gueule pour dire qu'on en avait marre. Mais ce coup de gueule a parlé à des millions de personnes en France. Je ne m'attendais pas du tout à cette déflagration qui s'est produite, parce que ça a été une déflagration dans ma vie. Moi, j'ai un avant le 18 octobre 2018 et un après, c'est certain. Alors cette vidéo, elle va être l'emblème de la contestation, un peu le déclencheur aussi de cette contestation. Est-ce que vous pensiez sincèrement que votre colère serait finalement celle de millions de Français, que la colère que vous exprimiez et finalement était partagée sans le dire par des millions et des millions de Français qui ont manifesté partout en France? C'est-à-dire que tout au moins autour de moi, les gens étaient d'accord quand on en discutait en famille avec des amis. On était tous d'accord pour dire que plus rien ne va et que ça ne pouvait pas durer comme ça. Mais de là à penser que finalement ça allait déboucher par voie de conséquence de plusieurs événements connexes sur un mouvement comme celui des Gilets jaunes, jamais j'aurais pensé ça. J'ai quand même reçu des centaines et des centaines, voire des milliers de témoignages de personnes qui me disaient « mais nous sommes d'accord avec vous, parce que ce que vous dites est la réalité ». C'est donc pas un acte réfléchi, c'est un acte spontané. Totalement vraiment spontané. Il n'y a pas de coach, il n'y a pas de communication derrière. Ah non, moi j'ai pas de coach. Voilà. C'était, j'avais écrit 2-3 petites choses en fait, et je me suis installée tant bien que mal. Hein, c'est de briques et de broc cette vidéo. Et en fait, j'ai laissé parler ma colère. Vous dites quand même que cette colère, elle aurait émergé de toute façon d'une manière ou d'une autre. Oui, je pense, oui. C'est passé par le mouvement des Gilets jaunes, c'est passé par la vidéo, mais ça serait passé par autre chose de toute façon. Moi, je crois que quand l'heure est venue, quand c'est dans l'air du temps, ça se produit. Et donc, ça a été l'étincelle qui a mis le feu à la plaine, quoi, mais qui était déjà bien sèche. Vous dites à un moment que les Gilets jaunes, je vous cite, se sont levés pour réagir au manque de considération, au manque de reconnaissance. Et le mot qui revient, là, c'est le mot mépris. Ce mot, on va le retrouver dans notre entretien. Mais c'est le mépris de qui? Des gouvernants, des élites, de la France d'en haut? C'est le mépris de ceux qui nous gouvernent depuis des années. Ils ne nous prennent que pour un porte-monnaie, pour remplir les caisses de l'État. Voilà, nous sommes devenus uniquement des porte-monnaies. Donc non, je suis désolée, il faut aimer le peuple pour le gouverner. Et on voit bien que les élites sont complètement déconnectées de la vie réelle des Français. Il n'y en a pas
un qui sait ce qu'on vit aujourd'hui. Mais plus ça va, plus on avance, pire c'est. Je pense que le mouvement des Gilets jaunes a quand même aujourd'hui presque 5 ans, 4 ans et demi là. Mais ils auraient pu quand même faire des efforts, mais non. La déconnexion, la fracture est totale. Je vais me faire l'avocat du diable. Le président de la République a organisé des états généraux. Il est allé à la rencontre des Français. Il a parlé pendant des heures et des heures et des heures. Où est la connexion quand on se regarde? C'est Narcisse. Il a passé son temps à s'écouter, parler, pendant des heures et des heures. Ah bah ça, c'est sûr, il sait bien le faire. Mais il ne sait pas écouter les gens. Il faut écouter les gens. Moi, je pense qu'un véritable politique, c'est celui qui parle peu et qui agit beaucoup. Emmanuel Macron parle beaucoup et il agit mal. Écouter le peuple, ça veut dire qu'est-ce qu'il faut faire appel au référendum, au référendum d'initiative citoyenne? Quelle est la formule pour vous? Déjà, il faut consulter le peuple beaucoup plus souvent que ça, bien sûr. Nous sommes les premiers à être concernés par la moindre petite décision politique et nous ne sommes jamais consultés. Le temps est venu de consulter les Français. Et de toute façon, il faut bien que Emmanuel Macron, je l'appelle Emmanuel, c'est incroyable, mais Emmanuel Macron, il faut bien qu'il comprenne que s'il ne passe pas par ces référendums citoyens, il va tout perdre. Parce que le peuple s'est soulevé en 2018, mais nous n'en sommes qu'au premier soulèvement. C'est le début, ça. Pourtant, certains observateurs pensaient que ce mouvement des Gilets jaunes pouvait perdurer ou renaître au regard des informations économiques qui arrivent et qui sont épouvantables, y compris sur le prix du carburant par exemple. Or, pourtant, ce renouvellement, même si des personnes maintiennent cette flamme des Gilets jaunes, ce renouvellement, c'est pas fait. Alors le renouvellement, au moment où nous parlons, enfin, je pense que dans les manifestations contre la réforme des retraites, il y a beaucoup de Gilets jaunes. Mais le problème, enfin, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu le mouvement des Gilets jaunes, il y a eu le Covid, confinement, la peur organisée. Et ensuite, on repart sur l'élection présidentielle et les retraites. Quand on dit aux gens, quand on leur a foutu la trouille pendant 3 ans, mais évidemment que les gens ont peur de ressortir maintenant. Donc ça commence, ça y est, on commence à retrouver un petit peu d'apaisement par rapport à toute cette crise sanitaire, mais évidemment que la peur organisée a aussi organisé le fait que les gens aient peur de ressortir dans la rue. Peur et répression aussi. Ah ben la répression aussi, bien entendu. Mais vous savez, je crois qu'à un moment, quand on n'a plus rien à perdre, la répression, on s'en fout. Hein. Alors, aucune communication stratégique, organisation sans structure. Les Gilets jaunes étaient une proie rêvée, finalement, pour la récupération politique, et l'extrême gauche s'y est employée avec succès. Complètement. C'est votre échec aussi. Une fois que ça a été récupéré, le mouvement était foutu. Voilà. En fait, la majorité des personnes, pour avoir côtoyé toutes ces personnes, au départ, il y avait toutes les classes de la société. Ensuite, dès que ça a été phagocyté par l'extrême gauche, ne sont plus restés que des gens de gauche. Tous les autres qui étaient dans la rue, moi j'avais défendu beaucoup d'entrepreneurs, notamment des gens du TP contre l'augmentation du GNR, et bien du gasoil non routier. Eh bien, toutes ces personnes-là sont rentrées chez elles. Elles n'avaient pas du tout envie d'aller démolir Paris. L'erreur de ce mouvement, c'est d'être venu à Paris. Fallait rester sur les ronds-points. Si tout le monde était resté sur les ronds-points, tranquillement, sans rien casser, je suis certaine qu'on aurait eu des résultats. Parce que c'était tellement disséminé que ce n'était pas gérable. Alors qu'une fois qu'on arrive à Paris, la manifestation est nassée, la répression, la violence, on casse tout, c'est fini. C'est fini, là c'est plié. Alors, l'extrême gauche, comment elle a réussi à aller si vite dans la récupération? Où a été votre erreur? Vous n'avez pas vu venir les choses? Je pense qu'il y avait certaines personnes qui étaient de toute façon des personnes de gauche qui avaient le droit d'être dans la rue en tant que gilets jaunes, bien entendu, elles ont toujours le droit d'y être, se sont laissées phagocyter par des partis. Il y a certainement eu, c'est pour ça que moi je reste quand même sur cette revendication en quelque sorte, il faut faire un rapport sur une enquête sur d'où est venu l'argent des gilets jaunes. Il y a des gens qui ont été payés. Et
automatiquement, les gens qui ont été payés pour être poussés pour aller casser, eux, ils ont continué, ils y ont trouvé un intérêt. Et puis, il y a aussi le fait que ça fait tellement longtemps qu'on ne donne pas la parole au peuple. Là, pour une fois, ils l'ont eu. Mais le problème, c'est qu'ils ne l'ont pas eu pour exprimer un désir. Ils l'ont eu, ils ont eu la parole, ils ont tout cassé. Au sujet de cette récupération, dans sa préface, Michel Onfray évoque le mépris, retour de ce terme-là, dont vous avez été la victime. Vous avez été exfiltré de ce mouvement. Oui, bien sûr, parce que moi, j'étais dans la revendication, mais modérée. C'est-à-dire dans la revendication et la discussion. Donc moi, je pense qu'il vaut mieux discuter plutôt que de tout casser. La preuve, puisque tout casser, aucun résultat. Donc, il vaut mieux une mauvaise négociation qu'une bonne guerre. Et on le voit encore aujourd'hui. Moi, j'étais pour la négociation, pour dire, voilà, apporter des solutions concrètes et pas simplement gueuler dans la rue. Ça sert à rien, ça. Donc, excusez-moi, c'est simplement pour ça, et parce que aussi j'étais une femme, parce que toutes les femmes ont été décapitées dès qu'il y avait une femme qui sortait la tête un peu du lot, paf, à dégager. Parce que c'était un mouvement qui était quand même misogyne. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous ont reproché à ce moment-là de faire passer vos ambitions personnelles dans le combat avec le combat des Gilets jaunes? Dire de profiter finalement du combat des Gilets jaunes. S'ils trouvent un endroit où j'ai pu profiter du combat des Gilets jaunes, il va falloir qu'ils me le disent. Parce que moi, à cause de ma vidéo, parce que pour moi, mon combat démarre un mois avant le mouvement des Gilets jaunes, le 18 octobre 2018. Moi, ça a complètement changé ma vie et j'ai tout perdu. Donc, je ne vois pas où j'ai pu profiter de quoi que ce soit. Maintenant, j'estime en revanche que j'ai un devoir. Cette vidéo, si vous voulez, m'oblige à respecter ce que je dis dans la vidéo. Mais en gros, qu'il faut se bouger. Donc, pour moi, je suis toujours dans le combat. Peut-être pas sous la forme que les gens souhaitent, qu'une partie des gens souhaitent. Mais moi, je reste dans ce combat sous la forme que j'ai choisie, c'est-à-dire dans la discussion et modérée et respectueuse des gens et des personnes et des biens. Et donc, je continue sous cette forme-là. Maintenant, ceux à qui ça ne plaît pas, faites votre petite cuisine. Moi, personne ne vous empêche. Mais personne ne m'empêchera de continuer mon combat. Octobre 2018, autre date importante dans votre parcours, cette fois-ci bien politique. Bien politique, c'est le 7 décembre 2020, c'est votre candidature à l'élection présidentielle. Est-ce qu'on pouvait appeler cela une candidature de témoignage, sans être péjoratif, une candidature pour témoigner, moins pour gagner? Ah bien sûr. Alors, quand j'ai pris cette décision, c'est vrai que je me suis dit, enfin quand même, à quoi ça va te servir? Ça va rien t'apporter, de toute façon, tu n'iras pas bien loin. Mais si tout le monde se dit ça, on ne fait jamais rien. Donc moi, je voulais montrer aux gens que rien ne nous est interdit. Rien ne nous est interdit. C'est parce que les gens se mettent des limites que, en fait, là-haut, nos élites font tout ce qu'elles veulent. Il ne faut pas se mettre de limites. Enfin, en tous les cas, dans le combat politique, moi, je ne me mets pas de limites. Et donc, c'est pour ça que j'ai déclaré cette candidature à la présidentielle. Je savais très bien que ça allait se terminer par la demande de parrainage. Mais au moins, voilà, j'ai cette expérience-là, d'avoir été candidate, d'avoir cherché les recherches de parrainage. Enfin, il y a tout un... J'ai appris énormément. Et ça, c'est très important en politique. Il faut apprendre tous les jours. Donc, pourquoi je me serais interdit ça? Un projet politique global de renouveau populaire français d'inspiration gaullienne, ce n'était pas très nouveau finalement, pour gouverner la nation et la République. C'était ça la raison de votre candidature? Oui, parce que je pense que la France, elle est résolument gaulliste, gaulienne. Nous sommes résolument des gens respectueux. Nous ne sommes pas du tout à l'image de ce qui se passe aujourd'hui en France. Mais aux antipodes. Pour moi, le gouvernement d'Emmanuel Macron ne représente pas du tout le peuple français ni la France. Donc on a besoin de retrouver... j'aime pas beaucoup le mot « retrouver » parce que « retrouver », ça veut dire qu'on est nostalgique d'un passé qui de toute façon ne reviendra pas. La France a évolué entre les deux, évidemment. Mais on a besoin d'avoir... ce qui manque énormément, c'est la France des valeurs.
Quand même, on a des valeurs en France. Où sont-elles aujourd'hui? Ben là, vous avez décidé dans le mois de 2020 que les valeurs se situaient dans la candidature d'Éric Zemmour, parce qu'en conscience, vous allez faire le choix de rallier cette candidature. À lire le livre, vous le regrettez sincèrement et sérieusement? Alors, moi, je crois que dans la vie... Alors déjà, je crois au destin, je ne crois pas du tout au hasard. Dans la vie, on a des expériences à faire, on a des expériences de vie à avoir. Il fallait que, certainement, j'ai cette expérience de vie auprès d'un candidat. J'ai choisi Éric Zemmour parce qu'à ce moment-là, il me semblait représenter le plus les valeurs de la France. Pas toutes, évidemment, mais comme je dis dans le livre, je place la France au-dessus des erreurs ou des atermoiements, mais je mets la France toujours au-dessus. Et donc, on doit se rallier derrière cette idée de la France, des valeurs, du respect, voilà. Alors peut-être on me dirait, mais non, c'est trop vieux ça. Ben non, les valeurs et le respect, c'est pas la vieille France. Hein. Jacqueline Moreau, là aussi, toujours en lisant le livre, on a quand même le sentiment que c'est pas la structure Reconquête, sûrement pas les militants Reconquête que vous protégez, que vous mettez absolument pas en accusation, c'est véritablement la personnalité d'Éric Zemmour qui pose un problème pour vous. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a la personnalité d'Éric Zemmour, c'est un fait. Mais je salue quand même le candidat qu'il a été. Parce qu'être candidat, c'est presque un sacerdoce. Maintenant, il y a Gilbert Collard dit qu'il l'admire, par exemple, encore. Même s'il est en désaccord avec lui. Est-ce que vous l'admirez? Admiration, non, je ne dirais pas ce mot-là, mais je salue le parcours. Je salue le parcours. Maintenant, c'est l'entourage. L'entourage, la structure, le fait de ne jamais écouter quand on a quelque chose à dire. Eh bien, évidemment, vous reproduisez tout le temps les mêmes erreurs, mais vous allez obtenir toujours le même résultat. Un enfant de 5 ans est capable de comprendre ça. Il faut faire des retours d'expérience, voir où on a fait des erreurs, pour pouvoir ne pas les réitérer, bien évidemment. Est-ce qu'il n'y a pas néanmoins un règlement de compte? Vous voyez, je lisais Valeurs actuelles qui fait la recension de votre ouvrage. Valeurs actuelles écrit, Jacqueline Moreau donne le sentiment d'avoir tout vu avant tout le monde. Elle parle essentiellement d'elle, se victimise en permanence. Alors non, je parle de la France populaire, que sans doute Valeurs actuelles ne connaît pas, évidemment. Donc non, c'est pas du tout un livre de règlement de compte. C'est un retour d'expérience, ce livre. Donc maintenant, ils le prennent bien, ils le prennent mal. Je pense qu'Éric Zemmour, normalement, devrait être capable d'accepter la critique, vu qu'il a critiqué tout le monde pendant toute sa vie. Donc ça, c'est un retour d'expérience. J'espère que s'il continue en politique, qu'il fasse ce retour d'expérience nécessaire à la survie de son parti. Sinon, je ne donne pas cher, malheureusement, de Reconquête. Est-ce qu'il n'y a pas, au-delà de la critique, aussi quand même le reproche qui peut vous être fait de désespérer Billancourt? Parce qu'avec plusieurs millions d'électeurs, mieux que les Républicains, rappelons-le quand même, Reconquête a suscité beaucoup, beaucoup d'espoir. Or, là, vous tuez cet espoir. Ah non, c'est pas moi qui ai tué l'espoir de Reconquête. C'est Reconquête, c'est Éric Zemmour. C'est-à-dire que, oui, pourquoi j'ai rejoint Éric Zemmour? Parce qu'il suscitait un espoir, il était nouveau. Donc évidemment, on s'est tous dit, peut-être voilà, qu'il y a quelque chose là. Mais en fait, au bout du compte, non, il n'y a rien, c'est la même chose que les autres. Donc l'espoir est douché. Ça, c'est certain, je ne suis pas la seule. Hein. L'espoir est douché. Je pense qu'il peut y avoir quelque chose qui peut s'installer plus correctement pour ce parti politique s'il change. Mais visiblement, ce n'est pas dans les tuyaux. On va parler de dépit. Vous allez dire à nouveau mépris. D'ailleurs, le titre du livre essaie d'exprimer ce mépris, parce que Jacqueline Key, c'est la façon dont Éric Zemmour parle de vous à un moment donné. Tout à fait. Bon, ce qui veut un moment de riposte. Et vous le faites comme quelque chose qui vous touche et vous blesse. Je vais vous dire, quand Éric Zemmour prononce ce fameux Jacqueline Key, je suis devant la télé en compagnie de ma mère. Le jour où il dit ça, en fait, jusque-là, je n'avais pas du tout l'intention d'écrire un livre. Mais là, je me suis dit, il est allé trop loin.
On ne peut pas... Enfin, moi, je ne supporte pas le mépris. Le mépris d'Éric Zemmour n'est pas du tout bon pour les Français, ni pour lui. Le mépris d'Emmanuel Macron n'est pas bon pour les Français, ni pour lui. Le mépris n'apporte rien. Les gens, on doit les considérer et on doit les regarder, on doit les écouter. Si Éric Zemmour, à cet instant, est capable de dire Jacqueline Key, après avoir passé 9 mois à faire à avoir travaillé avec lui, auprès de lui pendant sa campagne, bah écoutez, je trouve ça petit. C'est petit. En vous écoutant et en vous lisant, parce que le temps passe et j'essaie d'aller à l'essentiel, je me suis posé cette question. Je me suis dit, est-ce que tout ça ne vient pas de votre positionnement personnel trop politique au moment où vous êtes avec les Gilets jaunes, remarquable rassemblement, c'est vrai, de gens ordinaires de la France populaire, nous y voilà, mais trop libre aussi pour entrer dans le moule, certains diraient même le carcan d'une formation politique où il faut avoir le cuir tanné, où il ne faut pas écouter les commentaires qui se font derrière son dos, c'est la politique. Alors, je suis sans doute trop politique pour les Gilets jaunes et trop Gilets jaunes pour les politiques. C'est ça mon idée. Mais moi, je pense que on peut-être quand même me faire grâce d'une évolution politique, en fait. On ne peut pas rester Gilet jaune toute sa vie. Il faut avoir une évolution et proposer quelque chose. Sinon, à quoi ça sert ? À quoi ça sert ? Donc après, je suis d'accord aussi sur le fait qu'en politique, je suis quelqu'un qui certainement n'est pas maîtrisable, n'est pas manipulable, et donc, évidemment, pour donc certains... pas adapté à une formation politique. Vous voyez bien que les électrons libres dans les formations politiques, ils disparaissent. Ah bah, ils disparaissent ou ils font autre chose. Parce que c'est quoi maintenant la suite ? Une chose est certaine, c'est que aujourd'hui, après cette expérience et après avoir quand même côtoyé quelques personnes des partis politiques, de d'autres partis, aujourd'hui, je ne rejoindrai absolument plus personne. Il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas Le Pen, il n'y a pas Asselineau, il n'y a pas Dupont-Aignan, il n'y a pas Philippot ou tout autre. À cet instant, il n'y a pas d'alternative. L'alternative pour moi, c'est un regroupement de personnes qui représentent la France, c'est-à-dire ce ne sont plus les politiques aujourd'hui. Regardez la guignolade qui se passe à l'Assemblée nationale. Ils ne représentent absolument pas les Français. On a honte d'eux. Alors que c'est eux qui devraient avoir honte d'eux. Donc, en fait, ça va se passer en dehors des partis politiques, la suite. C'est ça. Vous avez commencé à faire de la politique à 10 ans. Quelques décennies plus tard, vous continuez à faire de la politique. Bah oui, vous voyez, il faut croire que j'aime ça. Au détour d'une page, il y a ce titre « Sans spiritualité, point de salut ». Est-ce que c'est le souvenir des années où vous accompagnez enfant les paroissiens de l'église de votre village à l'orgue, si j'ai bien compris? Oui, oui. Est-ce que c'est cela? C'est vrai que... Alors au début, je ne voulais pas y aller, jouer de l'orgue tous les dimanches à la messe et tout. Et c'est vrai que... j'ai un chemin spirituel aussi. Donc, il y a ça, il y a... je dis, j'ai une dévotion particulière pour Mère Yvonne Aimée. Moi, je crois que si on n'a pas la foi... Alors après, peu importe en qui ou en quoi, il faut avoir la foi pour avancer quelque part. Si on n'a pas la foi, c'est l'énergie, c'est le moteur, c'est ce qui va faire qu'on va se battre jusqu'au bout. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis toujours debout. Je suis capable de me battre jusqu'au bout parce que je fais preuve de... J'ai le cuir bien tanné maintenant, j'ai appris à encaisser, mais à un point où j'ai un lâcher-prise monumental. Et il faut avoir de la résilience. Et avec ça, je crois que cette foi qui manque tant, qui fait tant défaut aujourd'hui à certains Français, eh bien, je crois qu'il faut qu'ils la retrouvent. Vous savez que les plus beaux orgues de Bretagne sont à Guérande, dans la collégiale. Oui. Retour à Guérande. Retour à Guérande, exactement. Pour vous découvrir plus, Jacqueline Key, réponse à Éric Zemmour, c'est sur la boutique tvl.fr, sur le site tvl.fr. Dans la boutique, vous pouvez l'acheter dès maintenant. Merci Jacqueline Moureau. Merci beaucoup de m'avoir reçu.